Bon, ben, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, Oui. oui. Bon, on vient de perdre une demi-heure à cause de ma connexion web. OK. Alors, juste pour que vous sachiez, là, avant que vous sacriez après moi, les gens sont en ligne avec nous. J'ai été obligé de l'ouvrir pour qu'on puisse rendre Rose organisatrice. Moi, je vais aller me cacher dans mon coin là, en fermant ma webcam. Euh, Est-ce que c'est Lisa qui commence ce soir? Ou si c'est Non, c'est moi. Audrey, est-ce que tu as un PowerPoint, toi, déjà activé à ton écran? Faut que je l'ouvre. Oui, ouvre-le. Puis, dans le logiciel de GoToWebinar, tu as un endroit qui dit Share. Moi, je vais aller faire Change Presenters, puis je vais te mettre toi. Ça va te donner un petit message, OK? OK, mais est-ce que vous allez quand même avoir les questions? Les questions, on va les recevoir dans la foire aux questions, mais là, ce qu'on veut juste s'assurer, c'est que les gens puissent voir ta PowerPoint. Fait qu'assurons-nous que ça fonctionne. Après ça, je vais vous dire comment on va gérer les questions, OK? Donc là, je clique sur montrer mon écran. Puis tu affiches effectivement ton PowerPoint. Je vais aller chercher ma chaise. Ah. Est-ce que vous le voyez? Oui. On en profite pour dire un bonsoir aux parents qui sont déjà connectés avec nous pour l'atelier. On s'excuse pour le souci technique qu'on est en train de résoudre présentement. Donc, on vous remercie de votre patience. Donc, ce ne sera pas bien long. Voilà. Merci, Rose. Ben, effectivement, alors tout fonctionne. Alors, la parole est entre tes mains. Sylvie, si tu veux accueillir les gens, puis, chanter une chanson à répondre peut-être. Non, c'est une farce. Moi, je vais me mettre en sourdine. Ça va? Oui. Alors, on ne veut pas que les gens quittent cette belle présentation, donc je ne me mettrai pas à chanter. C'est pas mon talent. Excellent. Je vais attendre encore quelques minutes. On a 2 minutes, des fois que d'autres parents voudraient se joindre à nous. Je vais en profiter, vu que j'ai 2 minutes à moi, Rose, pour les parents qui sont ici présents. N'oubliez pas que vendredi, il va y avoir un concert virtuel en ligne à midi, le 22 janvier. C'est un concert qui remplace la grande célébration qu'il y aurait eu à la cathédrale. Mais ce concert-là est un concert qui nous vient de la France, du groupe Open. Et puis, on aura aussi le dévoilement du chant Mère la Terre, une collaboration qui a été faite avec 4 écoles, dont 80 élèves de notre conseil. Donc, j'espère de vous y voir ce vendredi à midi. Donc, on a l'école de la Source, on a l'école Georges-Étienne Cartier, Saint-Joseph d'Orléans, Reine des Bois, qui ont participé à cette collaboration pour le chant en lien avec cette semaine qui est dédiée à la sauvegarde de la maison commune, hein, de prendre soin de notre terre. Puis on a besoin de faire cela en ce temps là, de confinement où on réalise que notre impact pour beaucoup dans notre environnement, puis entre nos frères et nos sœurs. Donc, je vais débuter, il est 18h59. Donc, bienvenue à tous à cette présentation des différentes drogues et tendances actuelles. Donc, il va savoir, ici, on va identifier les facteurs de risque, les facteurs de protection au niveau des dépendances et ainsi présenter là, des outils pour équiper les jeunes à faire des choix éclairés. Donc, nous avons Madame Lisa McRae et Madame Audrey Maud Côté avec nous et qui est ici. Et puis, nous avons Madame Myriam Vaillancourt. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous voir en grand nombre encore ce soir. Alors, c'est notre deuxième atelier d'une série de 3.
Puis, c'est une initiative du comité de participation des parents du CA-CCE. Nous sommes un groupe de parents qui représentons les parents du CA-CCE. C'est comme un peu la voix des parents. Puis, on se réunit 4 fois par année. Nous sommes un comité de consultation. Puis, ça fait partie de notre mandat d'organiser des activités ou des formations pour les parents pour augmenter l'engagement des parents dans l'éducation de leurs enfants. Ce qui manque pas ces temps-ci avec le confinement, là, les parents sont extrêmement engagés. Alors, je voudrais remercier le CA-CCE et le Centre Le Cap d'avoir vraiment sauté à pieds joints dans ce projet-là, puis d'avoir élaboré l'atelier. Puis, alors, moi, je suis sûre que ça va être vraiment une bonne soirée, puis on va en ressortir de notre atelier avec plus de connaissances pour appuyer nos enfants. Alors, sans perdre de temps, je laisse la parole à nos 2 experts du Centre Le Cap, Lisa et Audrey Maude. Alors, merci d'être là ce soir. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça me fait plaisir de participer ce soir. Alors, moi, c'est Audrey Maude Côté. Donc, je suis éducatrice en prévention des dépendances pour le CAP. Donc, je vais faire la première partie de l'atelier et ensuite la deuxième partie plus communication avec nos jeunes. Donc, ça va être la partie de Lisa que je vais laisser présenter. Allô, alors moi c'est Lisa McRae, je suis une psychothérapeute, je travaille avec les jeunes, donc âgés de 12 ans jusqu'à 24 ans. Je travaille en milieu scolaire, donc typiquement je rencontre les jeunes dans les écoles et je travaille pour le conseil scolaire catholique et public ici à Ottawa. Parfait, donc on va commencer. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, merci pour votre grande participation. J'ai juste une petite chose technique que j'aimerais régler avant, parce que là, je vois comme je vois les visages de vous, de Lisa, de Sylvie. Est-ce qu'on peut enlever cette partie-là? Parce que sinon, je ne verrai pas bien mon PowerPoint. Donc, je vais juste essayer d'enlever ça. Oui, je vais tenter ça. Agrandir, non? Est-ce que ça... Non, là, ça fait juste une barre noire. Audrey Maude, je crois que dans ton GoToWebinar, dans le haut, il y a une petite fonction où tu vois tout le monde, everyone, la personne qui parle au View Presenter. Je pense que ça va te permettre de voir, il y a aussi Hide Webcam, ça va te permettre de voir juste ta présentation. Les autres participants peuvent voir votre écran, OK. En haut, à gauche? En haut, au centre. Webcam? Juste à côté de Webcam, à droite. À gauche, pardon, excuse-moi. OK. C'est un zoom aussi là, qui te permet de manipuler le... OK, donc afficher tout le monde. Donc là, je vais enlever ça. Oui, tu peux aussi, je pense qu'il y a une fonction cacher les webcams. Ça va te permettre de juste voir la présentation. Masquer les webcams. Ah, parfait. OK, merci beaucoup. C'est bon, on continue. Bon, merci. On est en business, merci. Donc, alors, l'atelier de ce soir, donc, c'est le bon choix pour aider nos jeunes à faire des choix plus éclairés par rapport à la consommation des substances. Donc, comment ça va fonctionner ce soir? Alors, pardon, je n'arrive pas à changer la page. Oups. OK, donc ça fonctionne. Désolée, hein, je dois m'habituer un petit peu, là, donc c'est la première fois que je présente de cette façon-là. Donc, nous allons présenter nos services pour l'organisme Le Cap. Ensuite, on va parler plus de la prévention. Donc, à l'intérieur de la prévention, on va avoir des statistiques, les nouvelles tendances, le dépistage, communication avec nos jeunes, des recommandations et finalement, nous allons terminer avec une période de questions. Et tout au long, donc, Lisa va pouvoir aussi ajouter des choses, sinon, elle va faire plus la partie communication avec les jeunes. Donc, pour le CAP, alors nous, on est vraiment les services en dépendance et troubles concomitants, volet jeunes et familles. Donc, auparavant,
Donc, on était l'organisme, le Centre psychosocial et Maison Fraternité. On s'est intégré le 1er avril, donc nous avons formé le CAP. Nos services pour les jeunes de 12 à 24 ans, alors on fait de la prévention en milieu scolaire de la 4e à la 12e année et dans la communauté. On offre aussi des services de psychothérapie en milieu scolaire et en suivi externe. On offre aussi des services en codépendance, en cyberdépendance. Nous offrons aussi un programme intensif. Donc, il y a un volet de jour qui s'adresse plus aux 12 à 24 ans et volet avec hébergement 14-24 ans. Ensuite, parents et familles. Donc, on offre des ateliers de prévention comme pour ce soir. On fait aussi l'évaluation familiale ou parentale, counseling. Il y a aussi des groupes de parents. Donc, si vous voulez plus aborder des choses en profondeur, si vous voulez des trucs, comment aborder le sujet avec le jeune ou comment faire quand il arrive cette situation. Donc, on a vraiment un groupe de parents pour aller plus en profondeur. On offre aussi de la thérapie familiale et de la formation pour les professionnels. Donc, on va commencer par une petite question. Donc, on va vous lancer comme ça des petites questions tout au long. Donc, selon vous, quel est l'âge moyen de la première consommation? Donc là, on est supposé d'avoir des choix de réponse. Monsieur Vachon, est-ce qu'on les a ou non? Désolé, dû au bris qu'on a eu tout à l'heure, on n'a pas pu les rentrer dans le système. Alors, peut-être les gens peuvent répondre dans le chat s'ils veulent répondre dans le chat. OK, pas de problème. Donc, selon vous, c'est quoi l'âge moyen de la première consommation? Donc, dans les choix de réponse, il y avait 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ou plus 16 à 18 ans. Beaucoup de réponses dans le 12, dans le 13 ans, dans le 12 à 13, 15 ans aussi. Alors, donc normalement, l'âge moyen pour la première consommation, donc ça n'inclut pas nécessairement une consommation problématique, mais quand les jeunes veulent essayer, souvent c'est la curiosité qui va les mener vers la première consommation, donc c'est 14 et 15 ans. Et ces âges-là, au courant des années, ont augmenté. Donc auparavant, c'était plus tôt. Donc là, aujourd'hui, on est rendu à 14-15 ans. Je vous présente maintenant quelques statistiques. Donc ça vient du rapport sur la consommation de drogue des élèves en Ontario. Donc, c'est les élèves de la 7e à la 12e année qui ont répondu à des sondages, à savoir, est-ce que vous avez consommé telle substance au courant de l'année dernière? Okay? Donc, ça ici, c'est en pourcentage. Donc, en orange, c'est en 2017 et en jaune, c'est en 2019. Donc, on voit que l'alcool vient en premier. Okay, ça, c'est pas surprenant. Donc, 41,7% des adolescents de la 7e à la 12e année ont dit avoir consommé de l'alcool dans la dernière année. Ensuite, les boissons énergisantes en deuxième position. Donc, ça peut surprendre plusieurs personnes. Donc, les boissons énergisantes vont être incluses dans les substances, dans les drogues. Pourquoi? Parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur. Donc, la caféine est un stimulant. Donc, ça va faire accélérer tout le fonctionnement. Donc, 32,6% des élèves auraient consommé des boissons énergisantes. Ensuite, troisième position. Donc là, c'est intéressant ici. On remarque qu'en 2017, donc 10,7% des élèves avaient consommé la cigarette électronique. Il y a eu 12% de plus en 2019, ce qui a presque doublé. Donc, il y a eu une augmentation vraiment grandissante de la cigarette électronique, ce qui fait un total de 22,7%. Donc, ça a même dépassé le cannabis. Donc, pour le cannabis, c'est 22% en 2019. Ensuite, vient les excès occasionnels d'alcool. Donc, ici, quand c'est un excès, on parle de plus de 5 consommations dans une soirée, ce qui peut amener aussi des risques. Ce qui peut amener aussi le coma, etc. Okay? Donc, c'est plus risqué quand c'est fait de façon abusive. Ensuite vient les opioïdes non médicamentés. Donc, ce n'est pas sous prescription, donc 11%. Antitussifs non médicamentés, donc ici, on parle des sirops contre la toux.
qui contient de la codéine à l'intérieur. 7,8 %. Donc ça a été aussi en augmentation. Si on compare à les années précédentes, donc le sirop contre la toux est rendu dans les tendances actuelles. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans les tendances? Bon, il y a eu une augmentation de la cigarette électronique d'à peu plus que 50 %. Donc, il faut se pencher vraiment sur cette question-là de la cigarette électronique, en parler avec nos jeunes. Est-ce qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des dangers, qu'il y a des maladies pulmonaires qu'on découvre de plus en plus qui sont reliées à la consommation de ces substances chimiques-là? Donc, l'alcool, si on le sait, il y a aussi le Xanax, qui est un anxiolytique qu'on ne voyait pas auparavant, mais qu'aujourd'hui, ça se retrouve beaucoup dans la rue, donc en vente illégale. Et le danger, c'est que dans les drogues illégales, en fait, c'est que 50 % d'entre elles peuvent contenir du fentanyl à l'intérieur. Et le fentanyl, c'est vraiment un opioïde très, très puissant. Donc, c'est beaucoup plus puissant que l'héroïne et une petite dose peut être mortelle. Donc, dans les drogues illégales, c'est difficile de savoir s'il y en a ou non dedans. Okay, donc ça, il faut faire attention, en parler avec nos jeunes. Ça, on peut ouvrir la conversation, dire est-ce que tu savais que dans les drogues illégales, 50 % d'entre elles peuvent contenir du fentanyl? Et parler, c'est quoi cette drogue-là? Ensuite, comme je disais tantôt, les antitussifs. Donc, on appelle aussi le purple drink parce que ça a la couleur mauve. Donc, de plus en plus, les jeunes vont se procurer du sirop contre la toux, soit dans la pharmacie à la maison, soit qu'ils vont envoyer quelqu'un en acheter, ou même dans le marché illégal. Et encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand c'est illégal. Mais dans tous les cas, donc ça peut contenir de la codéine à l'intérieur. Et la codéine, il y a un grand risque de dépendance. Donc après ça, le jeune a de la difficulté à s'en défaire et en a besoin pour bien fonctionner, autant physique que psychologique. Et ça, on en a retrouvé quand même dans les écoles, dans les casiers. Donc, il y en a qui se l'ont fait retirer. Donc, les directions qui avaient trouvé cette drogue-là à l'école. Donc, ils mélangent, pour ne pas avoir le goût du sirop, ils vont mélanger ça avec du Sprite, du 7-Up puis des bonbons. Puis, ce mélange-là, ils en parlent justement dans les chansons. Souvent, ça va dans les chansons de rap ou dans des chansons pop. Ils vont comme vanter les effets de cette drogue-là. Donc, les jeunes sont à quelque part influencés, puis ils peuvent être portés à l'essayer. Donc, encore une fois, ça, vous pouvez aborder le sujet avec le jeune, à savoir est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est quoi aussi les conséquences. Donc, la photo ici dans le milieu, ça c'est pour le binge drinking qu'on appelle. Donc, c'est boire beaucoup d'alcool en peu de temps. Donc, ça, c'est toujours tendance chez les jeunes parce qu'ils n'ont pas conscience nécessairement du risque, puis ils veulent essayer, ils veulent jouer, puis ils ne vont pas peser nécessairement de ce qui va arriver après. Puis ça, on va le voir plus tard pourquoi que c'est comme ça chez les adolescents. Donc là, ils tirent une balle dans l'autre plat, puis si ils arrivent dedans, mais l'autre personne va caler un verre. Mais en calant comme ça, caler, ça veut dire boire d'une shot, d'un coup. Le verre, c'est que le corps ne peut pas tout assimiler l'alcool qu'on lui donne. Donc là, ça peut être dangereux parce que la personne pourrait tomber dans le coma. Puis dans le coma, c'est difficile de voir la différence. Est-ce que la personne respire encore? Est-ce qu'elle a encore ses réflexes? Parce que dans le coma, la personne est en danger. Donc ça, il faut aborder aussi le sujet avec notre jeune. Moi, quand je vais dans les écoles puis j'en parle, ben, je dis, ben, si quelqu'un perd conscience parce qu'il a trop bu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, souvent, les jeunes vont intervenir, vont dire, ben, on va le mettre sur le côté, il ne faut pas qu'il s'étouffe avec son vomi. Mais oui, c'est des choses à faire. Donc ça, c'est une discussion qu'il faut aborder avec notre jeune. Puis savoir aussi justement les dangers de l'alcool. Donc l'alcool dans notre société, c'est vu comme étant normal, mais en fait, il y a des dangers à l'alcool. L'alcool est considéré comme une drogue. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui développent des dépendances aussi. Donc, il faut aborder ces sujets-là avec notre jeune. Ensuite, le cannabis.
Donc ici, j'ai mis une photo du hashish qui est tiré. En fait, ils vont chercher vraiment plus, c'est plus fort. Donc, ils vont chercher toute la résine du cannabis et ils enlèvent le végétal. Ils vont prendre vraiment juste ce qui donne les effets finalement. Donc, c'est différentes façons de le fumer, des indices matériels comme un égreneur. Donc, ils mettent le cannabis à l'intérieur pour le mettre en graines et ensuite pouvoir le rouler comme un joint. Ou ils peuvent le fumer aussi avec des bongs, ou il y a différentes façons de faire, mais la façon la plus populaire, c'est de le fumer. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau des statistiques, c'est que la consommation de cannabis n'a pas vraiment changé depuis la légalisation du cannabis. Mais encore une fois, c'est une discussion qu'il faut avoir avec notre jeune. C'est quoi les dangers du cannabis? Perte de mémoire. S'il y a beaucoup de THC à l'intérieur, donc le THC, c'est ça qui donne un effet high. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il peut y avoir des risques de paranoïa, de psychose. Et ça peut faire augmenter les risques aussi de schizophrénie s'il y en a dans la famille. Donc, s'il y a déjà un terrain qui serait fertile à ça, donc ça fait augmenter les risques. Puis, je peux t'ajouter quelque chose d'autre, Raymond? Oui, pardon. Donc, en parlant des tendances, ce que je remarque aussi avec mes jeunes qui dans les écoles, c'est que la cigarette électronique ou la vapoteuse, c'est rendu très populaire pour la consommation du cannabis. Les gens vont utiliser de l'huile THC puis vont mettre ça dans les cigarettes électroniques. Donc, quand on parle à nos jeunes puis on parle de... Parce qu'il y a des jeunes qui vont dire « Ah non, mais je fais juste fumer, j'utilise juste une vapoteuse. » Mais il faut préciser il y a quoi dans la vapoteuse parce que les gens vont dire « Ah non, je fais juste vapoter de la nicotine. » Mais des fois, c'est pas juste la nicotine. Ils vont mettre la THC dans leur cigarette électronique. Donc, c'est quelque chose aussi, il faut avoir une discussion avec les jeunes que c'est rendu une façon facile pour eux à consommer du cannabis. Ils peuvent aussi masquer l'odeur du cannabis en ajoutant des huiles de noix de coco, d'ananas, de bonbons, n'importe quoi. Donc, c'est très facile, c'est rendu encore plus accessible pour fumer du cannabis même dans les écoles parce que la cigarette électronique, ça se cache très facilement, ça n'a presque aucune odeur. C'est facile de prendre une petite, d'en fumer vite fait puis qu'on s'en rend même pas compte. Alors, c'est juste d'être aussi conscient que si un jeune dit « je fais juste fumer avec une vapoteuse », ça ne veut pas toujours dire que c'est juste la nicotine. Oui, tout à fait, Lisa. Merci beaucoup pour ton ajout. Donc, la cigarette électronique, oui, peut être utilisée pour le cannabis et il peut y avoir de la nicotine aussi dedans. Puis les jeunes, les amis, des fois, ils ne le savent pas, ça. Des fois, la cigarette de son ami peut avoir du cannabis dedans, du THC, puis lui, il ne sait pas. Mais s'il l'essaie, puis il y a des effets indésirables, il y a des effets qu'il ne voudrait pas avoir. Okay, donc, il faut aussi aviser notre jeune de ça, que si ses amis fument la cigarette électronique, est-ce qu'il sait vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Okay, donc, on ne peut pas faire confiance facilement aux personnes qu'on rencontre. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Autant pour une drogue illégale, même si c'est un de nos amis qui nous donne la drogue illégale, ça reste que c'est une drogue illégale. Notre ami ne sait même pas lui-même, ni le vendeur ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a quand même 50% d'entre elles qui peuvent avoir des traces de fentanyl dedans. Pour revenir, je voudrais juste revenir au tableau ici. Donc, je voulais dire ici que la différence entre 2017-2019, quand vous ne voyez pas qu'il y a une partie orange, c'est parce que ça n'a pas changé vraiment. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation ni de diminution qui a été considérable en 2 ans, okay? Parce qu'ils font le sondage à tous les 2 ans. Qu'est-ce qu'on a remarqué, par contre, dans les dernières années, si on recule de 20 ans, donc c'est que la consommation d'alcool a baissé en 20 ans. Donc, c'est passé de 66 à 42%. Les excès occasionnels aussi, ça l'a baissé. Et une bonne nouvelle aussi par rapport aux opioïdes. Donc, on a parlé beaucoup de la crise des opioïdes. Donc, ça inclut le fentanyl, justement, l'héroïne aussi, et toutes ces drogues-là faisant partie de cette catégorie-là. Donc, en 2017, c'était à 20% et aujourd'hui, on est rendu à 11%. Okay, donc, c'est encore beaucoup, mais ça a diminué quand même depuis 2017. Et une autre bonne nouvelle aussi pour la cigarette normale, donc la cigarette conventionnelle de tabac.
Donc, ça l'a beaucoup, beaucoup diminué. Ça a passé de 28 pardon, j'ai échappé mes notes. Donc, ça a passé de 28 en 99 et aujourd'hui, on est rendu à 5 Donc, la prévention nous prouve que ça fonctionne. Donc, le gouvernement s'y est mis. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit, pour faire diminuer la consommation de cigarettes, puis ça a fonctionné. Puis aussi les champignons magiques. Donc, ça a vraiment beaucoup diminué aussi dans les dernières années. Par contre, il y a eu des augmentations qu'on ne voit pas dans le tableau ici parce qu'il ne fait pas partie des plus populaires. Mais il faut faire attention aussi les médicaments pour le TDAH. Donc, pour les troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est à la hausse depuis 2007. Donc, ici, on parle de non médicamentés. Donc, c'est des jeunes surtout qui vont aller se procurer des médicaments pour le TDAH dans le but de rester réveillés, dans le but d'étudier des heures et des heures, donc pour performer. Donc, on appelle ça une drogue de performance. Donc, on en trouve sur le marché illégal ou même les gens qui ont des prescriptions, on pourrait les retrouver qui en vendent à l'école ou dans la communauté. Puis, on a parlé aussi du Xanax, qui est un anxiolytique, qui est aussi à la hausse, qu'on ne retrouvait pas avant. Donc, ça prouve aussi un peu comment je pourrais dire, le mal-être aussi de notre société, de nos jours, de l'anxiété. Donc, les jeunes ne sont pas capables nécessairement ou ils n'ont pas les moyens pour gérer leur anxiété. Donc, tous les médicaments anxiolytiques ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Donc là, c'est à nous d'aider les jeunes à trouver des trucs pour gérer leur anxiété, leur stress, donc pour avoir aussi une meilleure confiance en eux et une meilleure vie. Donc, on passe ici à la période de l'adolescence. Donc, j'avais une autre petite question ici. On ne verra pas les choix de réponse, mais c'est pas grave. Donc, essayez, s'il vous plaît, de remplir les cases vides de pourcentage. Donc, l'adolescence, c'est vraiment une période de changement. Donc, on voit ici le cerveau avec les différentes parties. Alors, le cerveau d'un adolescent n'est développé qu'à un certain pourcentage. Donc, quel est ce pourcentage-là selon vous? Donc, on sait qu'il n'est pas développé à 100%. Okay? Donc, ce n'est pas un cerveau d'adulte. Donc, il finit son développement aux alentours de 25 ans. Le pourcentage manquant, donc encore une fois, essayez de deviner ici c'est quoi le pourcentage manquant, se retrouve dans le cortex préfrontal. Donc, c'est vraiment la partie du devant du cerveau qui est utile pour les fonctions exécutives, pour contrôler l'inhibition. Donc, mettre un frein à nos actions pour penser aux conséquences de nos actes. Donc, c'est pour ça souvent qu'on va dire, bon, il a peur de rien ou les jeunes, ils prennent des risques. Donc, c'est à cause de ça, à cause de la partie manquante au niveau du cerveau. C'est aussi important pour réguler les émotions et les comportements. Et on retrouve aussi l'intelligence émotionnelle dans le cortex préfrontal. Donc, je vous laisse encore 5 secondes peut-être pour trouver les pourcentages manquants. Ensuite, je vais les dévoiler. Donc, dans le cortex préfrontal aussi, ça sert à raisonner, à planifier et à juger. Donc, c'est pour ça que souvent les adolescents vont avoir de la difficulté à s'organiser, à peser les conséquences, à penser à plus tard, à freiner leur action. Donc, ça explique beaucoup leur comportement. Donc, il faut faire la distinction. Souvent, on va dire mon jeune est comme ci, comme ça, il explose pour rien, ou je comprends pas pourquoi il agit de cette façon-là, il n'a pas pensé plus à ça, ou il n'est pas capable de s'organiser. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il consomme des drogues. Donc, c'est pour ça que je voulais faire la distinction ici. C'est aussi une période intense pour eux, que leur hormone aussi change, donc tout vient changer. Et ils recherchent aussi leur identité. Donc, le cerveau est développé à 80%. Et il manque un 20% dans le cortex préfrontal. Est-ce qu'on avait eu des réponses dans le chat?
Oui, je pense que Junie serait la seule à gagner 2 morceaux de robot. Ah, Tandis qu'en général, les gens étaient 25, 50, 45 50, 50, 60, 40. Mais Junie, là, bien aimée, a eu la parfaite réponse. bravo, Julie. Donc, on va vous envoyer une petite gommette. Alors, donc, si vous voulez avoir des sources et poursuivre une recherche plus approfondie au sujet du développement du cerveau, donc vous allez avoir à la fin toutes les sources à laquelle vous allez pouvoir vous... pardon, pardon, je me suis comme perdue dans ma phrase, là. Mais vous allez avoir ça à la fin. Donc, au niveau de la prévention, alors le but de la prévention, c'est vraiment de retarder l'âge de la première consommation parce que vu que le cerveau n'est pas totalement développé, donc c'est plus dangereux de devenir dépendant à cet âge-là et c'est plus dangereux qu'il y ait justement des risques et qu'il y ait des répercussions dans le cerveau. Alors, c'est pour ça qu'il faut augmenter les facteurs de protection de nos jeunes et diminuer leurs facteurs de risque. Donc, je vais vous expliquer plus en profondeur tantôt c'est quoi les facteurs de risque et c'est quoi les facteurs de protection. Et vous allez avoir aussi un plan d'action que nous allons vous partager pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est vraiment, vous allez cocher c'est quoi les facteurs de risque et de protection de votre jeune et écrire votre plan d'action. Donc, comment faire pour augmenter ces facteurs-là. Et là, vous avez plein d'exemples dans le document que je vais vous envoyer. Puis, au long de la présentation, quand c'est écrit annexé, ça veut dire que c'est dans ce document-là. Donc, facteurs de risque, ce sont des influences négatives qui vont accroître le risque d'une personne à développer une toxicomanie. Donc, c'est ce qui rend les gens plus vulnérables. Donc, on en a tous des facteurs de risque, chacun d'entre nous. Nos jeunes en ont aussi. Donc, parfois, ils vont naître avec ou parfois, ça va se développer au fur et à mesure de notre vie. Donc, plus on a de facteurs de risque et plus on est à risque de développer une toxicomanie. Il y a des facteurs de risque qu'on n'a aucun contrôle dessus, comme exemple une maladie mentale ou physique. Donc, ça, on ne peut pas le contrôler. Oui, on peut avoir une médication, on peut avoir de l'aide, mais c'est quelque chose, disons, qu'on a, mais que c'est contre nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. Alors, je ne veux pas que les jeunes, parce que quand je vais faire des présentations dans les classes, puis que je présente ça, les facteurs de risque et de protection, donc il y a des jeunes qui ont beaucoup plus de facteurs de risque. Donc, il ne faut pas que ces jeunes-là se sentent mal ou qu'ils se tapent sur la tête parce qu'ils ont des facteurs de risque. Ce n'est pas nécessairement de leur faute. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher c'est quoi leur facteur de protection. Et encore une fois, tout le monde en a des facteurs de protection. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Il y en a qui sont plus chanceux. Il y en a qui ont plus de facilité. Donc, c'est des influences positives qui vont améliorer la vie de la personne. Et c'est de cette façon-là qu'on va rendre les communautés et les personnes plus fortes pour lutter contre ces facteurs de risque-là. Donc, quand je vais dans les classes pour représenter les facteurs, j'utilise un jeu de Jenga et les blocs pour monter la tour, donc pour faire une tour solide, donc c'est les facteurs de protection. Et quand on retire les blocs, donc ce sont les facteurs de risque qui vont faire que la tour va devenir plus fragilisée et qu'elle pourrait s'écrouler à un moment donné. Donc, ça peut être individuel, ça peut être scolaire, familial, social, des situations de vie, comme par exemple le divorce des parents. Donc, ça peut affecter le jeune et le jeune va se retrouver plus à risque et plus vulnérable, par exemple. Ou ça peut être aussi des influences. Donc, si un jeune est très influençable puis qu'il y a des amis qui consomment, donc ça va le mettre plus à risque. Par contre, si un jeune est très au courant de les drogues, des effets, des risques, donc s'il s'informe beaucoup, s'il y a une certaine curiosité qui va chercher les bonnes informations, donc ça va lui donner un facteur de protection. S'il a des parents qui sont très supportants, qui sont très présents, donc ça, c'est un autre facteur de protection. Si le jeune est sociable, par exemple, si il a de la facilité à l'école, donc c'est encore une fois un facteur de protection. Si le jeune a un trouble de déficit d'attention, donc ça va être un facteur de risque.
C'est pour ça qu'avec le facteur de risque, il faut trouver une panoplie de facteurs de protection pour l'aider. Puis, j'allais juste dire, Audrey-Maud, en ce qui concerne les facteurs de risque et même les facteurs de protection, c'est quelque chose on suggère fortement que les parents puissent faire avec leurs jeunes. Parce que, comme vous avez vu, l'âge où ce que les jeunes vont commencer à avoir une curiosité à consommer une substance pour la première fois, c'est autour de 14 ans. À cet âge-là, ces jeunes ne sont pas toujours nécessairement conscients des risques ou des facteurs de protection qui sont dans leur vie. Donc, c'est important en tant qu'adulte d'aider le jeune à les identifier, de les remarquer, de les observer. Parce que, encore une fois, comme Audrey-Maud l'a mentionné, le cortex préfrontal n'est pas tout à fait développé. Donc, le jeune n'ayant pas tout à fait la capacité de raisonner jusqu'à la fin en ce qui concerne un risque, peut-être pour nous en tant que parents, avec un cerveau développé, puis en ayant vécu des expériences dans notre passé, on peut identifier facilement un facteur de risque. Mais pour notre jeune de 14-15 ans, c'est vraiment un risque qui passe inaperçu. Donc, c'est important d'ouvrir une discussion avec nos jeunes, d'en parler, d'en explorer avec eux, parce que ça se peut qu'il y en a un juste en face de votre jeune et que votre jeune, c'est pas parce que le jeune s'en fout ou le jeune va nier le risque, c'est que le jeune ne le sait pas, ne se rend pas compte que c'est un risque. Donc, c'est quelque chose vraiment d'important de travailler ensemble avec vos jeunes. Oui, donc le document qu'on va vous envoyer, en fait, vous pourriez le faire avec votre jeune. Donc, ça serait une très bonne idée. Puis que lui-même soit conscient, c'est quoi ses facteurs de risque et c'est quoi ses facteurs de protection qui sont propres à lui ou à elle. Puis après ça, identifier des moyens pour augmenter ces facteurs de protection. Comme nous, en ce moment, c'est pendant la pandémie, par exemple, donc on a développé une certaine adaptation et on s'est trouvé des facteurs de protection. Parce qu'il y en a plusieurs, sinon, qui pourraient tomber dans la déprime ou donc là, sûrement que plusieurs d'entre vous vous êtes dit, bon, OK, à telle heure, donc là, je me suis fait une routine, je suis allée dehors. Donc ça, c'est tous des facteurs de protection. Donc, ça peut être applicable dans plusieurs domaines de la vie, qui n'est pas juste dans le domaine de toxicomanie. Mm-hmm. Et même ça me fait penser à un exemple. On est allé à une formation, moi et Audrey-Maud, puis c'était sur la cyberdépendance. Et pour la personne qui animait la formation, lui, sa crainte, c'était évidemment que son fils développe une situation malsaine des jeux vidéo. Donc, il disait à son jeune, mais voici comme un genre de facteur de protection, une solution, va jouer dehors. Mais pour son jeune, jouer dehors, il n'y avait pas de point de repère, il ne savait pas trop quoi faire jouer dehors, donc il s'est juste retrouvé dehors, assis en avant, à rien faire. Donc, c'est important aussi, c'est ça comme exemple pour expliquer que c'est important de regarder vraiment, expliquer quels sont ces facteurs de protection qui peuvent être des activités comme aller jouer dehors, mais de s'assurer que nos jeunes comprennent c'est quoi jouer dehors, parce que peut-être ils auront des questions, peut-être ils ne savent pas tout à fait comment mettre en action une activité. Donc, on suggère vraiment en tant que parent, que c'est vraiment une discussion parce que créer ce plan d'action, ça peut créer une discussion très pertinente entre vous et vos jeunes. Donc, c'est juste de ne pas juste mettre des activités sur la liste et de dire, tiens, voici à votre jeune, comme va aller faire ces activités. Des fois, ça exige plus d'explications, d'exploration, puis des conversations plus approfondies. Oui, tout à fait. Puis, la majorité des adolescents voient leurs parents comme des sources très fiables d'informations. Donc, ils disent qu'à peu près 90% d'entre eux, chez les adolescents, ils disent que c'est leurs parents vers qui ils vont se tourner, vers qui ils vont poser des questions. Donc, n'oubliez pas ça non plus, qu'en tant que parent, vous êtes vraiment considéré important et comme une très bonne source d'information et de fiabilité de vos jeunes. Donc, maintenant, pour avoir certains indices sur les types de drogues, donc des indices sur les effets, sur les signes de changement chez les jeunes. Donc, on inclut ça dans le dépistage. Alors, il y a 3 catégories de drogues. Donc, ici, il y avait une autre question. Donc, si vous pouvez essayer d'associer le bon mot avec la bonne catégorie.
Donc, la catégorie 1, qui est représentée par une tortue, donc ça inclut l'alcool, le Xanax, anxiolytique, les somnifères, opioïdes, fentanyl, antidouleurs, le GHB. Donc, l'autre catégorie, c'est un oiseau, le Roadrunner. Donc, ça inclut la caféine, boissons énergisantes, amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, Adderall, qui est une médication pour le TDAH. Et la dernière catégorie qui est représentée par un champignon. Donc, ça inclut le cannabis, THC, champignon magique, ecstasy, MDMA, LSD, PCP. Donc, je vais juste vous nommer comme ça les catégories. Là, vous ne pouvez pas faire le petit jeu que je vous avais proposé. Donc, on va y aller comme ça. Donc, je vais vous laisser un petit peu réfléchir, un petit 5 secondes, si vous avez les noms qui vous viennent en tête. Puis, les informations sur les drogues, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application de GRC, Drogue et Nouvelles Tendances. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Ça, c'est dans les ressources aussi à la fin. Donc, ça donne une panoplie d'informations sur les drogues. Donc, je vous suggère de le télécharger. Même, vous pouvez dire à vos enfants, vos adolescents qui peuvent aussi aller s'ils ont besoin d'informations. Donc, ici, on retrouve les dépresseurs, qui est représenté par la tortue. Donc, qu'est-ce que ça fait, les dépresseurs? Ça va ralentir tout le fonctionnement, ralentir le cerveau, ça va ralentir les réflexes. La personne va se sentir plus calme. Ça va faire endormir aussi. Donc, il y a des dangers aussi de coma et de mort. Donc, la plupart des overdoses vont provenir des dépresseurs. Donc, la plupart des overdoses de drogue sont causées par les dépresseurs. Ensuite, donc, c'est les stimulants. Donc, stimulants, ça va vraiment donner l'impression d'avoir plus d'énergie. Ça va couper la faim, diminuer les heures de sommeil. Donc, la personne va se sentir moins fatiguée, comme si qu'elle avait beaucoup d'énergie. Donc, la personne va être plus stressée aussi. Ça va faire augmenter le rythme cardiaque. Donc, ça, c'est surtout dangereux aussi pour les troubles cardiaques. Et aussi, dans les stimulants, je voulais ajouter qu'on peut retrouver aussi les antidépresseurs, par exemple. Donc, antidépresseurs qui vont aussi permettre à focusser, à se concentrer davantage. Donc, ça va vraiment augmenter la dopamine au niveau du cerveau. Donc, ça se joue vraiment dans le cerveau, dans les neurotransmetteurs. Donc, et les perturbateurs hallucinogènes, donc ça donne des hallucinations. Donc, la personne est plus déconnectée de la réalité quand elle consomme ces drogues-là. Et le cannabis en fait partie. Donc, surtout à cause du THC, qu'on appelle tétrahydrocannabinol. Donc, c'est ça qui donne les effets d'euphorie, de rire. L'effet recherché du cannabis, c'est à cause du THC. Parce que si c'est du cannabis juste de CBD, donc le CBD, ça va plus calmer, relaxer. Donc, si c'est seulement CBD, on retrouverait dans dépresseur. Donc, champignon magique, ecstasy, qu'on appelle aussi MDMA, LSD. Donc, c'est toutes des drogues qui donnent des hallucinations. Est-ce que dans le chat, il y avait des questions jusqu'à maintenant concernant les drogues ou... Il y a une question concernant ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a demandé, vous avez mentionné que les utilisateurs de médicaments pour aider les enfants atteints du TDAH vendaient autre chose. Je pense que c'était le fentanyl que tu mentionnais tantôt, là, mais il y avait autre chose qui était soit à l'intérieur ou, je ne sais pas si tu te rappelles, Audrey Maud, ce que tu as mentionné. En fait, qu'est-ce que je disais, c'est que les drogues de médicaments, on peut les retrouver dans le marché illégal et le danger, c'est qu'ils soient mélangés avec d'autres choses. Donc, on peut retrouver n'importe quoi à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était du fentanyl qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de ces drogues-là. Excellent. Puis il y a quelqu'un qui demande le sirop pour la toux, cough syrup. Est dans quelle catégorie de ces trois-là, selon toi? C'est le dépresseur. Donc, ça contient de la codéine. Donc, tous les opioïdes. Codéine, c'est un opioïde qui est moins puissant que le fentanyl, mais qui est quand même un opioïde. Donc, ça va calmer, ça va tout. En fait, pour empêcher le signal de la toux à se rendre au cerveau, il faut vraiment que tout le corps soit relax. C'est soit que le signal va couper ou va être complètement ralenti.
Okay? Donc, pour faire ça, ça fait partie des dépresseurs. Et il y a vraiment des dangers de dépendance à la codéine qu'on retrouve de plus en plus. Et le GHB, donc GHB qui fait partie des dépresseurs qu'on appelle aussi la drogue du viol. Donc, on en a retrouvé, même ici, il y a une personne qui s'est fait arrêter. Donc, c'était un homme de à peu près une quarantaine d'années qui était sur des sites de rencontres et qui invitait les jeunes femmes au restaurant et il les droguait avec le GHB. Donc, le GHB, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu les mêmes effets que l'alcool, mais de façon très exagérée. Donc, la personne, elle n'a plus conscience vraiment de ce qu'elle fait. Toute son inhibition baisse. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas conscience des dangers, elle n'est vraiment pas gênée. Ça va faire aussi des pertes de mémoire, donc elle ne se souviendra pas de ce qui s'est passé nécessairement le lendemain. Puis ça peut amener aussi la personne dans le coma. Donc, le GHB, c'est un liquide transparent, sans odeur ni saveur. Donc, c'est difficile à savoir s'il y en a ou non dans une consommation. Alors, c'est vraiment important de dire à nos jeunes de toujours garder son verre avec soi, même s'il va dans une fête ou qu'il connaît les gens. C'est vraiment important de toujours garder sa consommation sur soi pour pas qu'il n'y ait jamais rien à l'intérieur. Parce que ça peut se passer autant au restaurant, autant chez des amis. Donc, il faut vraiment les mettre à l'affût de ça. Puis si c'est de l'alcool qui vient dans un verre où il y a un bouchon enlevé, on recommande que les jeunes eux-mêmes enlèvent leur propre bouchon. Comme si c'était un genre de twist cap, on dit toujours que ce soit les jeunes qui l'enlèvent parce que malheureusement, il y a même des serveurs qui le font ou qui ont des collections de personnes qui vont au restaurant, puis ils font partie d'une équipe qui font ça. Donc, on recommande que les jeunes gardent toujours leur verre sur eux, puis que s'il y a un bouchon comme que vous devez twister pour l'enlever, c'est les jeunes qui l'enlèvent eux-mêmes. Oui, puis de ne pas accepter de consommation des autres. Disons, quelqu'un qui paye un verre et qui vient te le porter. Donc, ça, c'est non. C'est parce qu'il faut vraiment être prudent avec ça. Puis aujourd'hui aussi, le Xanax que j'ai parlé tout à l'heure, qui est un anxiolytique, donc il pourrait être considéré aussi comme une drogue du viol. Parce que la personne, elle se ramasse vraiment dans un état de calme et une certaine perte de la réalité, okay? Parce que ça l'endort, donc elle devient comme plus molle, elle n'est pas trop consciente de ce qu'elle fait. Donc, encore une fois, il faut vraiment les mettre à l'affût de c'est quoi les drogues. Donc, du Xanax, souvent, c'est rose. Puis ça peut être aussi toutes les autres anxiolytiques, ça ressemble à des bonbons, mais c'est pas des bonbons. Okay? Donc, il faut expliquer ça à nos jeunes. Donc, quelques signes ici selon les drogues, donc c'est selon les catégories. Donc, dans les dépresseurs, on va retrouver une respiration anormale. Donc, les dépresseurs, en fait, ils peuvent s'attaquer aux organes vitaux. Donc, c'est pour ça que la plupart des overdoses proviennent des dépresseurs. Parce que le corps est tellement relax, tellement au ralenti qu'il pourrait arrêter. Donc, il peut s'attaquer au cœur, à la respiration, à nos poumons, donc à tout ce qu'on a besoin pour rester en vie. Difficulté d'élocution, donc la personne va parler très lentement, très bas. Donc, les réflexes aussi vont être très bas aussi, donc pas les mêmes réflexes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas conduire et consommer de l'alcool en même temps. Puis, il y a certaines médications, surtout les opioïdes, que même c'est écrit, même quand c'est une prescription, ne pas prendre le médicament si vous conduisez. Okay? Donc, c'est vraiment important. Manque de coordination, transpiration, somnolence. Ça peut entraîner aussi des vomissements. Donc là, je ne les nommerai pas toutes, mais cette diapositive-là, elle est annexée dans le document dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans les stimulants, ça peut augmenter l'anxiété, ça peut amener la paranoïa. Ça va aussi couper la faim. Donc, il y en a des personnes qui vont être portées à aller vers les stimulants pour perdre du poids. Ça va couper aussi le sommeil. Donc, la personne va moins ressentir le besoin de dormir. Mais si quelqu'un ne dort pas pendant, exemple, 3 jours, qu'il ne s'alimente pas bien, donc c'est vraiment dangereux pour le corps et pour le mental aussi. Okay? Donc, si on ne dort pas pendant 2-3 jours d'affilée, donc il y a des risques plus élevés de paranoïa, de perdre contact avec la réalité.
Donc, on va retrouver aussi l'hyperactivité, des réflexes exagérés, l'euphorie, donc des grands rires, exemple, parce que ça va faire augmenter, comme je disais tantôt, la dopamine au niveau du cerveau. Donc là, il va y avoir comme un high, donc un état vraiment d'euphorie intense, de plaisir, de joie. Mais quand l'effet disparaît, il y a un état de down. Donc là, la personne va se sentir vraiment déprimée, plus le goût à la vie. Donc, c'est ça que ça fait, les stimulants, quand on en prend de façon aussi exagérée. Donc, insomnie, je l'ai dit, changement d'humeur aussi, donc des hauts puis des bas. Perturbateurs hallucinogènes, donc transpiration, tremblement, la bouche sèche, donc on retrouve ça avec le cannabis. Ça pourrait aussi augmenter l'appétit, des émotions exagérées, donc des grands rires, des grands pleurs, mélange de couleurs, donc on ne sait plus c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est vraiment réel du monde des hallucinations. Difficulté de parler, une force musculaire diminuée. Donc, les perceptions vont changer aussi, les sens. Donc, au niveau du toucher, de la vision, l'odorat, donc tous les sens pourraient changer. Ici, donc, c'est des signes possibles. Donc, ici, c'est séparé par, bon, est-ce que c'est des signes physiques, comportementaux, psychologiques et scolaires? Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans chaque catégorie? Au niveau physique, donc, il pourrait y avoir une toux, des odeurs aussi sur les vêtements, des odeurs inhabituelles, par exemple, des sueurs, des réactions lentes, manque de coordination, vomissements, changement de couleur, une perte de poids tout d'un coup, pupille dilatée, donc la pupille, donc le noir de l'œil qui devient très grand. Des yeux rouges aussi, la bouche sèche, donc ça, c'est vraiment des signes physiques qu'on peut remarquer. Au niveau du comportement, donc la personne pourrait avoir besoin d'argent tout le temps, elle abandonne ses activités qu'elle faisait normalement, elle commence à mentir, elle est plus agressive, elle délaisse ses anciens amis, elle s'éloigne de la famille, saute des repas, se couche plus tard, ne se lève plus le matin. Mais ici, je vais juste faire un petit bémol. Donc, difficulté à se lever, se coucher tard, tout ça, ça peut être aussi un signe que c'est de l'adolescence. Je veux dire, les adolescents, ils ont besoin de plus de sommeil, ils mangent plus aussi. Donc, une augmentation d'appétit. Donc, ça peut être aussi relié à l'adolescence. Okay? Donc, psychologique, on peut remarquer des dépressions. L'adolescent devient plus impoli, anxieux, irritable, des sauts d'humeur, il devient apathique, ça veut dire qu'il est plus empathique. Il blâme les autres, il nie avoir des problèmes. Pardon. Au niveau scolaire, donc, il y a un taux d'absentéisme. Lisa, pourrais-tu faire le niveau scolaire, s'il te plaît? Faut que j'ai comme mal à la gorge. Oui, absolument. Donc, c'est ça, on voit un taux d'absentéisme assez élevé. Puis pour moi, en milieu scolaire, c'est souvent un signe très récurrent que je vois avec beaucoup de mes jeunes qui me sont référés. Sont en retard à leur cours ou les travaux ne sont pas remis ou sont à temps ou ne sont pas faits. Les enseignants vont remarquer une baisse de motivation. Le jeune va s'endormir en classe. Il va parler ouvertement de sa consommation avec ses pairs d'école. Puis on remarque des fois aussi un changement d'attitude envers l'autorité, donc envers la direction, envers les enseignants, ceux qui font la surveillance durant la pause de dîner. Alors, c'est des signes qu'on peut remarquer en milieu scolaire aussi. Merci. J'ai une question, chers amis du groupe. Si vous me permettez, je vais la filer là pendant que tu reprends Tatou. Audrey-Maude, ton nom, je veux dire, pour éliminer Tatou. J'entends, alors quelqu'un pose la question, Marilyn, elle dit, j'entends parfois des rumeurs que les jeunes vendent leurs médicaments TDAH. Est-ce un problème dans nos écoles ou dans les écoles actuellement? Oui. Oui, Oui, tout à fait. Puis pour les parents qui ont une médication, il faut vraiment faire attention où est-ce que vous mettez la médication. Okay, donc, souvent, les jeunes vont avoir accès facilement à la pharmacie familiale. Donc, c'est là qu'ils vont se procurer leurs médicaments.
Puis oui, il y en a qui en vendent à l'école. Donc, c'est un problème qui est en augmentation, malheureusement, oui. Excellent. Je vais me permettre de jouer un petit rôle de médiateur, de facilitateur, parce que Sylvie a des problèmes de connexion. Je veux juste rappeler à nos deux présentatrices, il est 19h50. Juste, on continue un peu, on accélère un peu pour qu'on puisse garder nos gens. Alors, merci, c'est très bon. Les questions, je vous les présente à mesure qu'ils arrivent, d'accord? Merci. Merci beaucoup, Alain. Donc, on poursuit. Alors, comment en fait faire pour bien communiquer avec notre jeune? Donc, c'est ça la clé de la réussite, la relation que vous avez avec vos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Donc, c'est vraiment ça le facteur de protection. Puis c'est ça qui va faire que le jeune va s'éloigner des problèmes de drogue. Donc, qu'est-ce qu'on voit du monde de consommation? En fait, ça représente juste 10%. Donc, c'est comme un iceberg. Donc, pourquoi les jeunes vont consommer? C'est pour une panoplie de raisons qu'on ne sait pas parfois. Et ça fait partie de 90% de qu'est-ce qu'on ne voit pas, qui est caché sous l'eau, en fait, qui fait partie du 90% du iceberg dans la partie cachée. Donc, on retrouve là-dedans différentes raisons comme la solitude, malaise avec son corps, qui n'est pas en contrôle de sa vie, malaise profond, des douleurs, que ce soit autant physique, ça peut être aussi mental, donc des troubles de santé mentale. La plupart des jeunes qui consomment, qui ont des difficultés, souvent, ils ont un trouble concomitant qu'on appelle, donc c'est un trouble de santé mentale, soit l'anxiété, la dépression, trouble de déficit d'attention, donc c'est vraiment des facteurs de risque. De là, l'importance de les aider à trouver des moyens pour gérer l'anxiété, pour contrôler la dépression, donc aller voir des spécialistes, faire de la méditation, faire des activités artistiques, des sports, avoir des amis de bonne influence, etc. Donc, la partie cachée, donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait ne pas soupçonner non plus. Comme par exemple, la dame tantôt qui a posé la question qu'elle entendait des rumeurs qu'il y en a qui vendent des drogues médicamentées TDAH à l'école, des jeunes. Oui, c'est vrai. Donc, il y en a qu'on ne soupçonne pas du tout. Comme Lisa, est-ce que tu pourrais donner un exemple Oui, donc ça peut être des jeunes qu'on voit qu'ils ont des bons comportements envers l'autorité, qu'ils sont capables de soumettre leurs travaux à l'heure, que peut-être la seule chose qu'on soupçonne, c'est peut-être une petite utilisation de la vapoteuse, nicotine ici et là, puis c'est un jeune que les enseignants vont dire, il n'y a pas de problème avec ce jeune-là, se comporte bien, réussite scolaire assez bien. Mais c'est ce jeune-là qui est en train de vendre, par exemple, le Xanax à ses pairs d'école. Donc, des fois, si le jeune qui ressemble comme étant le fils ou la fille modèle, qu'on se dit « Ah non, il n'y a pas de problème avec ce jeune-là », puis les enseignants ne vont jamais soupçonner ce jeune-là parce qu'il ne démontre pas que ses comportements, puis avec son côté physique, les signes typiques d'une personne qui consomme. Mais des fois, ça peut être cette personne-là. Donc, il faut toujours être conscient qu'il y a 90% qui est caché. Donc, c'est pas toujours la personne qui s'habille en noir, qui a l'air comme ça va, ou que la personne qui est plus rétrécie ou qui donne de l'attitude ou un comportement irrespectueux envers un enseignant, que c'est ça la personne qui fait nécessairement la vente de drogue. Ça peut être vraiment n'importe qui, de n'importe quelle classe sociale. Oui, donc l'importance aussi, comme Lisa, que tu me disais l'autre fois, c'est que quand on enlève la drogue, exemple, un jeune qui consomme parce que il souffre d'anxiété, solitude, de malaise social. Mais exemple, disons qu'il prend du Xanax pour apaiser ça. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il va se sentir mieux. Mais si on lui enlève le ça va débalancer, déséquilibrer. C'est ça. Puis des fois, nos jeunes, c'est pourquoi quand on parle des facteurs de risque, des fois, nos jeunes ne sont même pas conscients que ce 90% existe en eux. Moi, des fois, je rencontre des jeunes, puis quand on explore pourquoi est-ce qu'ils consomment, disons, par exemple, des anxiolytiques, comme le Xanax, ou ils consomment de l'alcool, ou n'importe quoi qui semble vraiment ralentir leur corps. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils vivent des symptômes d'anxiété. Des fois, je suis la première personne à identifier avec eux que ce qu'ils sont en train de vivre et nommer, c'est de l'anxiété. Alors, c'est important. Des fois, les jeunes ne savent même pas la raison pour laquelle ils consomment. Ils savent juste, je me sens bien.
c'est ça ce qu'ils vont dire. Je me sens mieux, je me sens plus en contrôle de moi-même, je me sens plus apte à aller à des fêtes, à des soirées sociales avec mes amis. Donc, c'est important des fois d'aller explorer l'iceberg avec nos jeunes. Je vais dire que c'est un outil que j'utilise moi-même avec mes clients. Je vais présenter l'iceberg et je dois dire que, je dirais 8 fois sur 10, mes jeunes, ça les frappe beaucoup, le 90%, parce qu'il y a beaucoup de cachets sous l'eau. En dessous de l'eau, c'est très, très gros pour nos jeunes. Donc, on va rentrer ici plus dans comment aborder le sujet, justement, aller chercher justement qu'est-ce qui se cache derrière, derrière les consommations, ou juste comment l'aborder, les sujets. Donc, on a le principe pause. Alors, à tout moment, quand vous vous sentez pressé, affamé, ultra contrarié, surmené ou épuisé, donc ce n'est pas le bon moment. Donc, il faut vraiment choisir le bon moment pour aborder des discussions avec notre jeune. Et je vais laisser Lisa ici présenter le deuxième principe. Donc, le DESC, c'est un outil de communication qu'on présente aux parents. C'est démontré comme étant une façon de communiquer qui va amener le moins de risque d'une confrontation ou d'une escalade émotionnelle lorsqu'on a cette discussion. Donc, le D dans DESC, ça veut dire, ça représente la description. Donc, c'est vraiment de décrire la situation, mais de se baser sur les faits. Pas les impressions, pas les jugements, vraiment les faits concrets. Le E, ensuite, c'est toi, la personne qui a abordé la discussion avec le jeune, c'est d'exprimer vos sentiments. Donc, partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez par rapport à la situation qui a été nommée dans le D. Le S représente les souhaits ou même les solutions que vous aimeriez, comme les souhaits que vous aimeriez avoir avec votre jeune ou les solutions que vous pouvez proposer à vos jeunes en ce qui concerne la situation problématique qui a été présentée dans le D. Et le C représente les conséquences, puis conséquences, c'est vraiment les conséquences positives qui peuvent en résulter si le jeune embarque avec les solutions présentées dans le C. L'affaire avec le DESC, c'est que c'est quelque chose qui se prépare et qui doit être pratiqué. En principe, quand on utilise le DESC comme outil de communication, ça prend entre 13 à 15 tentatives avant qu'on ait bien maîtrisé cette façon de communiquer. La raison pour laquelle, c'est que faut vraiment suivre l'ordre du DESC. Donc, on commence vraiment avec le D, on décrit les faits, le E, ensuite le S, ensuite le C. C'est vraiment important de suivre cet ordre-là, sinon ça peut nous mettre à risque d'avoir une confrontation avec notre jeune. Puis un petit peu avec le pause, c'est important de vraiment planifier quand est-ce qu'on va aborder la conversation avec le jeune. Parce que si le jeune a faim, est en train de faire un travail, qu'il stresse beaucoup, a des amis à la maison, c'est pas le moment d'utiliser le DESC parce que ça va augmenter les chances que le jeune va s'activer, qu'il y aura une escalade, qu'il y aura une confrontation puis une chicane. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de vraiment jumeler le principe pause avec l'outil DESC. Donc, de vraiment regarder pause. Et là, si on remarque qu'il n'y a pas de problème côté pause, que là, on peut utiliser l'outil DESC. Donc, par exemple, veux-tu que je donne un exemple du DESC ou est-ce qu'on manque trop de temps entre le monde? Je pense qu'on va passer à... Okay. Ah, c'est drôle, Audrey. Moi, c'est-à-dire, les exemples, c'est toujours une bonne mise en contexte pour les participants. Alors, si tu peux donner ton anecdote ou ton exemple, Lisa, ça serait certainement très pratique. Désolé, Sylvie, tu es revenue. Cool. J'ai fini de jouer ton rôle, vas-y. Moi, oui, je suis de retour. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, on est présentement, mais si vous pouvez nous donner l'exemple, ce serait très apprécié. Mais je crois qu'on a des parents qui ont probablement des enfants peut-être à mettre au lit ou d'autres tâches à faire, mais on aimerait ça quand même entendre la fin de la présentation. Donc, merci aux participants là, de nous offrir de plus. Absolument. Donc, pour un DESC, qu'on peut dire, donc disons que par exemple qu'on remarque un jeune, donc des faits, notre jeune, on le sait appeler par l'agent d'assiduité que notre jeune est souvent en retard à ses cours, que les enseignants partagent que notre jeune s'endort durant les cours et qu'on a même
senti une odeur, disons, de cannabis sur notre jeune. Ce sont tous des faits, ce n'est pas des jugements, ce n'est pas des impressions, ce sont des faits. Donc, nous, ça peut nous amener, surtout avec les parents qui ont participé à cette présentation, peut-être ça leur donne l'idée que, OK, c'est des signes puis des indices que peut-être mon jeune est en train de consommer ou a des problèmes de consommation. Donc, on peut commencer en juste nommant les faits. Donc, genre, disons que notre jeune s'appelle Jean. Un parent pourrait dire, en faisant la pause, le principe pause, regardez, est-ce que mon jeune a des amis à la maison? Est-ce que mon jeune est fatigué? Est-ce que mon jeune a faim? Est-ce que mon jeune est stressé? Puis non, OK, ça semble être le moment idéal. Parfait, j'ai pratiqué, j'ai préparé mon desk. Je m'en vais voir mon jeune. Je dis, Jean, j'aimerais te parler. On commence dans le desk. J'ai reçu un appel de l'agent d'assiduité disant que tu as été en retard pour 5 cours cette semaine. Et je remarque à la maison, tu t'endors beaucoup durant le souper, tu vas te coucher très tôt. J'ai même senti, on dirait, une odeur de cannabis sur tes vêtements quand j'ai fait la lessive l'autre jour. Donc, on a fini le desk. Il n'y a pas d'impression de nommer des faces pointées, c'est tout concret ça. On peut embarquer maintenant dans le E. On peut dire, tenant compte de ces choses-là, moi, ça m'inquiète. Je m'inquiète de ton bien-être. Je m'inquiète de ta réussite scolaire, ça me stresse, ça me fait poser des questions, j'aimerais ça vraiment en parler avec toi. Donc, on parle vraiment comment est-ce que nous, on se sent par rapport à la situation décrite dans le D. Donc, le S, c'est les solutions, donc ça pourrait être, par exemple, une solution. Donc, vu que je suis vraiment, ça m'inquiète beaucoup, puis je me soucie de toi, puis je t'aime et je m'inquiète, j'aimerais ça avoir une conversation avec s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a quelque chose qui te stresse, s'il y a quelque chose que tu aimerais me partager. J'aimerais ça vraiment avoir une conversation sur s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie privée. Puis là, les conséquences, ça serait positif si on a de présenter une discussion entre vous et votre jeune, juste une discussion exploratoire, vraiment, c'est parce que tu t'inquiètes avec eux. Tu pourrais dire la conséquence, c'est ça va m'aider à enlever mes inquiétudes, ça va me soulager ou ça va, peut-être je serais capable de trouver des solutions avec toi, peut-être c'est quelque chose qui te stresse. En parlant avec moi, je pourrais t'aider à trouver des solutions, je pourrais t'aider à trouver des façons à surmonter ces obstacles. C'est là que vous pourriez sortir les listes qu'on va vous donner de facteurs de risque, puis facteurs de protection, puis de créer un plan d'action avec votre jeune. Ou si votre jeune, par exemple, est mal à l'aise et ne veut pas en discuter avec vous, puis ça arrive des fois parce qu'il peut y avoir des affaires privées ou personnelles que le jeune se sent coupable ou a de la honte par rapport à certaines choses. Une solution, ça peut être, donc on reprend le desk, que vous avez décrit les faits, vous exprimez votre inquiétude, que vous aimez votre jeune, vous vous souciez de leur bien-être, de leur réussite scolaire. Vous pouvez suggérer, par exemple, en disant, je suis consciente que dans les écoles, avec ton conseil scolaire, il y a une psychothérapeute avec qui tu pourrais prendre un rendez-vous avec elle ou avec lui pour parler de ce qui se passe. Si tu n'es pas à l'aise d'en parler avec moi, c'est correct, mais où on pourrait aller trouver d'autres ressources, comme le Centre Le Cap ou d'autres services de psychothérapie où il y a des gens outillés pourraient t'aider à regarder s'il y a quelque chose qui se passe, puis peut-être trouver des outils, des techniques qui pourraient t'aider à gérer les affaires qui peut-être te causent des problèmes ou des stress. Puis là, ça serait, puis si tu vas parler avec cette personne, je pense que ça pourrait te bénéficier, tu pourrais te sentir mieux, tu auras moins de problèmes avec les écoles, tu auras moins de revenus donnés par l'agent d'assiduité. Ça peut être des conséquences vraiment positives comme ça. Donc, c'est juste un petit exemple qu'on donne, mais c'est vraiment c'est comme genre, comme les conséquences, c'est vraiment de vraiment interpeller, inciter le jeune à vouloir avoir une conversation, soit avec vous en tant que parent ou avec quelqu'un comme moi ou avec une psychothérapeute ou une autre ressource. Mais comme je dis, les desks, ça prend de la pratique. Mais moi, la première fois, je vais être transparente, la première fois j'ai tenté de faire un desk, je l'ai fait vraiment toute croche, j'ai pas respecté l'ordre. Donc vraiment, moi, ce que je suggère aux parents quand ils font un desk avec leurs jeunes, c'est de le pratiquer, parce que ça se peut que notre jeune va réagir, même si on décrit des faits. Le desk n'est pas parfait. Il pourra toujours avoir une escalade d'émotions, il pourra toujours avoir une chicane. C'est pas garanti qu'il n'y aura pas de confrontation. Donc, c'est vraiment de le pratiquer au cas où, que même si vous décrivez des faits, puis votre jeune réagit,
que vous avez tellement pratiqué votre desk que vous n'allez pas embarquer avec sa réaction, que vous allez demeurer vous-même calme et vous pouvez vraiment passer à travers chaque étape du desk. Donc ici, c'est quoi dire dans certaines situations comme lorsqu'il a consommé. Donc, restez calme, appliquez le principe pause, comme on a vu tantôt. Prenez confiance pour aborder le sujet. Donc, vous pouvez vous informer en le faisant comme ce soir. Vous avez plus de connaissances probablement sur différentes drogues. Donc, c'est une façon pour aborder le sujet avec votre jeune et ne pas le confronter le soir même, attendre qu'il soit à jeun. Donc, ne pas le faire pendant qu'il a consommé parce qu'il ne sera pas ouvert à la discussion. Donc, pour ouvrir la discussion, donc s'informer par rapport aux tendances, questionner, donc aller chercher aussi son opinion, sa vision des choses, de la situation, quelles sont ses inquiétudes, ses questionnements. Donc, c'est de l'inclure dans la communication. Donc, la communication, ça se fait toujours à deux. Donc, c'est inclure ses opinions et ne pas nécessairement imposer nos opinions aux jeunes. Donc, l'écouter et respecter son opinion et le prendre au sérieux. Donc, quand il nous dit, exemple, qu'il se sent anxieux, mais de ne pas dire ah, mais non, c'est rien, c'est juste un petit stress. Donc, c'est vraiment prendre au sérieux qu'est-ce que le jeune va nous dire et d'appliquer le principe DESC, comme Lisa l'a très bien expliqué. Donc, quand ses amis consomment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on lui demande comment il se sent par rapport à cette situation-là, d'identifier des moyens pour résister aux différentes pressions, parce que si ses amis consomment, ça veut dire qu'il y a de l'influence autour de lui. Donc, l'aider à comment résister aux pressions, comment résister à la pression sociale. Donc, lui montrer des méthodes de refus, comme dire non, répéter le non, partir, inventer des excuses. Donc, c'est pas obligé de dire non. Il y en a qui sont à l'aise de dire non, il y en a d'autres qui sont moins. Donc, on peut aussi inventer un code entre parents et enfants. Exemple, si tu ne te sens pas à l'aise dans cette soirée-là, je sais que tu y vas avec tes amis, tout ça, mais ça consomme, donc il y a de l'alcool, peut-être du cannabis. Donc, si tu te sens vraiment pas à l'aise puis que tu veux pas dire non, mais que tu veux t'en aller, fais juste me texter, je sais pas, n'importe quoi, là, Coco, mais me texter un numéro, ça veut dire appelle-moi, genre, puis fais-moi semblant qu'il y a quelque chose, puis il faut absolument que tu viennes me chercher. Okay, donc, de faire un code avec son enfant, comme ça, lui, il va sentir vraiment qu'on le supporte, qu'on n'est pas dans le jugement, puis qu'on veut qu'il soit en sécurité, puis qu'il se sente bien. Puis de lui expliquer aussi que c'est important de mettre ses propres limites. Donc, de se respecter, puis d'y aller aussi par étapes, tu sais, comme pour la consommation d'alcool. Donc, de lui dire, mais vas-y tranquillement, tu sais, parce que si on est dans le refus, exemple, c'est non, non, tu ne consommes pas, non, non. Donc, souvent, les adolescents vont aller faire le contraire. Donc là, c'est y aller aussi avec la réduction des méfaits. Donc, c'est de voir avec lui, ça serait quoi la stratégie, comment connaître son corps, comment savoir quand c'est trop. Donc, c'est de l'accompagner là-dedans, OK? Puis de faire des plans de sortie. Et apprendre à connaître ses amis aussi. Donc, ça, c'est super important. Donc, quand vous connaissez les amis, que ce soit des bonnes ou des mauvaises influences, donc là, vous pouvez l'encourager à aller vers les bonnes influences. Puis, vous savez qu'un tel, donc vous le questionnez sur ah, qu'est-ce qui arrive avec Sophie? Ah, puis Jean-Paul, lui, comment est-ce qu'il va? Fait que là, tu sais, ça ouvre aussi des discussions. Puis, ça permet de voir aussi que vous êtes intéressé aux jeunes. Donc, ici, on a un autre scénario. Je ne sais pas si on a le temps de... Ouais, OK. Donc, un petit scénario pour pratiquer les principes qu'on a vus tout à l'heure. Lisa, est-ce que tu veux... Non, je pense que Sylvie voulait dire quelque chose. Oui, je pense parce que là, il est déjà, on y est 8h10, donc je me demandais, puis je voudrais aviser les participants aussi qui vont recevoir les ressources, donc on a parlé ce soir, ils vont recevoir toutes ces ressources-là par courriel aussi, mais j'aimerais ça qu'on puisse respecter le temps aussi des participants ici ce soir, donc j'aimerais ça vous laisser la parole pour qu'on puisse conclure puis offrir un mot de fin. Merci, mesdames.
OK, parfait. Donc, on serait rendu dans ce cas-ci parce que ça ici, ça va être tout annexé. Donc, c'est quelques conseils à suivre pour améliorer la relation avec votre enfant. Et on est rendu à la section questions. Est-ce qu'il y avait des questions que j'ai voulu poser par rapport au desk qu'on a présenté? Est-ce qu'il y avait des... Non? Il n'y a pas eu de questions en lien avec le desk. Si tu me permets, Sylvie, je vais juste faire un petit Oui. survol. C'est question. Il y a une question qui est, je ne sais pas si ça touche le sujet, peut-être vous pouvez répondre, sinon c'est correct si vous dites non, mais quand est-ce que il est sécuritaire pour un jeune de consommer la caféine autre que dans les boissons gazeuses? Avez-vous une courte intervention là-dessus peut-être? Y a-t-il une norme ou c'est selon notre jugement familial? Selon vous, c'est quoi? Bien, il n'y a pas vraiment de normes établies par rapport à la caféine parce qu'il n'y a pas non plus d'âge minimal pour consommer. Mais c'est sûr que c'est considéré comme une drogue. La caféine, c'est un stimulant. Donc, c'est sûr que pour les jeunes qui sont plus portés à faire de l'anxiété, des problèmes de cœur, des problèmes sanguins, puis tout ça, donc ça serait plus à éviter. Parce que c'est sûr que c'est pas relaxant du tout, la caféine. On en retrouve dans les boissons énergisantes en grande quantité. Puis il y a des jeunes, justement, qui ont déjà fait des comas par rapport à la surconsommation de boissons énergisantes, puis ils se retrouvent aussi déshydratés. Puis les jeunes, ils ne savent pas nécessairement que ça peut être autant dangereux, donc c'est vraiment d'aborder ce sujet avec eux. Puis le café comme on boit, exemple, le café normal, il y en a qui en consomment, puis c'est correct. Donc, on n'est pas non plus dans le jugement, puis dans notre société aussi, les gens consomment beaucoup, beaucoup de café. Mais le danger aussi, c'est de développer une dépendance. Souvent, avec le café, ça va être psychologique. On a besoin du café pour fonctionner. Oui, ça va, je vais me sentir plus en confiance. Les personnes sont plus sociables s'ils boivent du café. Ça réveille le matin. Si on n'en boit pas, on a peut-être des maux de tête, donc des réactions plus physiques. Donc, ça peut amener une certaine dépendance. Puis aussi, il va falloir augmenter la consommation vu qu'on devient habitué à en boire. Excellent. La petite dernière, si vous avez le temps dans votre PowerPoint, si vous voulez ajouter juste une autre slide, si vous avez des suggestions, des liens vers René Brault ou Amazon ou un autre endroit, il y a quelqu'un qui demande si vous avez des livres à recommander pour les ados qui parlent peut-être à propos de ce sujet-là ou qui sont des histoires à ce sujet-là, sans nécessairement sortir une liste verbalement, si jamais vous avez des suggestions. Avant que le PowerPoint va être partagé. Sylvie, je rappelle également, ensuite je te laisse la parole, la vidéo de ce webinaire sera dans le centre de ressources. Vous allez recevoir un courriel dans quelques heures, puis dans ce centre de ressources-là, il y aura l'enregistrement du webinaire qu'on vient de faire. Si vous avez manqué des petits bouts, c'est pas grave. La parole est à toi, Sylvie. OK, merci. Merci, Alain. Je voudrais débuter par remercier Lisa et Audrey du CAP pour leur présentation ce soir. Si je retiens, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est d'être aux aguets des différents signes. Puis parfois, comme parents, on n'ose pas dire « Ah, bien, je pense » ou c'est peut-être un petit quelque chose qui est différent chez votre jeune, mais de vraiment, étant donné je suis parent de 2 enfants, disons dans la vingtaine maintenant, mais il faut être aux aguets de ces petits signes-là, c'est qu'on intervient tôt que ça peut vraiment, vous êtes là comme pour supporter votre enfant. Et puis, je vois vraiment le dialogue avec votre enfant étant important, mais aussi la méthode. Donc, moi, étant qu'enseignante, la méthode est très importante aussi. Et ayant travaillé en classe distincte avec des jeunes en difficulté qui étaient médicamentés, c'est très, très important cette méthode-là. Et puis de rester calme, qui n'est pas toujours évident, mais qui est super important. Donc, merci, mesdames, pour ces conseils-là. Puis les ressources, chers parents, vont être disponibles et participants pour vous. On va vous les envoyer. J'imagine aussi que sur le site du CAP, on peut retrouver des ressources là pour les parents, les tuteurs qui veulent davantage des informations. D'accord, oui, il y a une catégorie ressources sur le site Internet. C'est centrelecap.ca. Donc, vous pouvez aller cliquer sur ressources puis vous allez aller les voir. Excellent. Merci beaucoup et merci, chers parents, d'avoir été ici ce soir, encore une fois, en grand nombre.
Et on aura une autre présentation le 26 mai, santé mentale des enfants et des adolescents. Donc, une autre invitation là, qui est là disponible pour vous de la part là, du comité le comité de participation des parents. Donc, je vous souhaite bonne soirée et profitez du beau coucher de soleil là, qui se passe en ce moment. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.